Après un vol de 12 heures pour revoir ma mère, comme prévu, une inconnue m'ouvre la porte de notre maison. Elle déclare vivre et ne pas connaître ma mère. Paniqué, je l'appelle. As-tu déménagé? Non, je suis à la maison, je t'attends, répond-elle. J'ai pris un vol de 12 heures depuis l'étranger pour voir ma mère. Nous avions prévu cette visite depuis des semaines. Une inconnue a ouvert la porte. J'habite ici, a-t-elle dit. Je ne connais pas votre mère. Alors, j'ai appelé ma mère. As-tu déménagé? Elle a répondu, non, je n'ai pas déménagé. Je suis à la maison et je t'attends. Vous connaissez cette sensation bizarre dans l'estomac quand quelque chose cloche? C'est exactement ce qui m'a frappé à la seconde où elle a ouvert la porte. Je fonctionnais au café d'avion, à un croissant au chocolat à moitié écrasé de Roissy-Charles de Gaulle et à 20 heures sans sommeil. Mais j'étais bien réveillé maintenant. Elle se tenait là, sur le pas de la porte de mon enfance, comme si elle lui appartenait. Elle n'était même pas désolée. Pas de sourire gêné, pas de désolé, vous devez chercher quelqu'un d'autre. Juste un ton plat, neutre. J'habite ici depuis 7 mois. J'ai cligné des yeux. Je pense que vous êtes dans la maison de ma mère. Elle a haussé un sourcil comme si je venais de suggérer qu'on échange nos chaussures pour le plaisir. Qui est votre mère? Je lui ai dit le nom de ma mère, Sophie Dubois. Son expression n'a pas bougé. Je ne la connais pas. J'habite ici. À ce stade, j'étais trop fatigué pour comprendre comment, alors mon cerveau est passé directement au sarcasme. Oh, d'accord. Donc, la maison de mon enfance s'est juste transférée à votre nom? Elle a haussé les épaules. J'habite ici depuis 7 mois. Elle l'a dit exactement de la même manière, comme si elle appuyait sur la touche répétée d'un fichier audio. Non, ma mère habite ici, ai-je insisté. Ma voix avait cette pointe acérée que je réserve habituellement aux serveurs parisiens qui apportent la mauvaise commande et font semblant de ne pas l'avoir fait. Ses lèvres se sont serrées. Vous vous êtes peut-être trompé d'adresse. Non, ai-je dit rapidement en secouant la tête. Ce n'est pas la mauvaise adresse. J'ai grandi dans cette maison. J'en connais chaque centimètre carré. Elle a poussé un petit soupir, le genre que les gens poussent quand ils en ont assez de vous faire plaisir. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Et puis, la porte s'est refermée juste devant mon nez. Le son était doux, mais il aurait tout aussi bien pu être un coup de feu. Je suis resté là, tenant mon sac dans une main et les cadeaux pour ma mère dans l'autre, fixant la peinture blanche de la porte comme si elle pouvait fondre et la révéler derrière, souriante. Je plaisante. Ça n'a pas été le cas. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et appelé ma mère. Le son de sa voix était presque désorientant à ce moment-là, trop normal pour ce que je voyais. As-tu déménagé? Ai-je lâché? Non, a-t-elle dit. Je n'ai pas déménagé. Je suis à la maison, je t'attends. Mon estomac s'est tordu. J'ai jeté un coup d'œil à la porte. Tu es à la maison? Oui. Genre, en ce moment? Oui. Où veux-tu que je sois? J'ai dégluti, mon cerveau essayant de faire coïncider deux réalités complètement opposées. Spoiler, ça ne marche pas. Je suis devant la maison, ai-je dit lentement. Et tu n'es pas là. Elle a eu un petit rire. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent que vous êtes dramatique sans raison. Mais bien sûr que je suis là. Ah bon, ai-je dit en fixant à nouveau la porte. On en reparlera. J'ai raccroché avant de pouvoir dire quelque chose d'assez blessant pour le regretter plus tard. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. La femme a ouvert après quelques secondes, et je pouvais pratiquement l'entendre penser, « Oh, pas encore vous. » Oui, c'est la maison de ma mère, ai-je dit. Ma voix était plus calme que je ne le pensais. Pourquoi êtes-vous ici? Sa main est restée crispée sur le bord de la porte. Je la loue. Ça m'a frappé comme une gifle. Vous la louez? Elle a hoché la tête une fois, sèchement, comme si nous faisions du speed dating et qu'elle me mettait dans la pile des rejets. De qui la louez-vous? Elle a incliné la tête, me considérant. Du propriétaire. Qui est-ce? Je n'ai pas à vous le dire. La façon dont elle l'a dit, pas hostile, mais définitive, m'a fait comprendre qu'elle ne céderait pas.
Cela m'a aussi dit qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais ou de ce que cette maison signifiait pour moi. Et franchement, elle s'en fichait. Je me suis mordu l'intérieur de la joue. D'accord. Eh bien, profitez de la maison. Je lui ai fait un sourire qui n'en était pas un du tout. Elle a refermé la porte. Je suis resté là, sur le porche, le pouls battant dans mes oreilles, fixant les numéros en laiton au-dessus de la porte. Les mêmes que j'avais regardés une centaine de fois en grandissant. La même petite éraflure dans la peinture à côté de la sonnette où ma mère avait un jour accroché une couronne trop lourde pour le crochet. La même maison, et pourtant complètement différente. Ce n'était pas juste bizarre. C'était complètement faux. Ma mère était à la maison, mais apparemment sa maison était actuellement occupée par une inconnue qui y était depuis 7 mois. Et ma mère, qui soi-disant n'avait pas déménagé, n'y était pas. Les cadeaux dans ma main m'ont soudain semblé ridicules. Des chocolats d'une boutique parisienne, une écharpe en soie que je pensais lui ferait plaisir. Maintenant, ils ressemblaient juste à des accessoires dans une pièce de théâtre que je ne comprenais pas. Je suis retourné à ma voiture, la tête pleine de parasites. Soit ma mère était devenue complètement délirante, soit il se passait quelque chose ici que personne n'avait pris la peine de me dire. Et si c'était la deuxième option, quelqu'un allait regretter de penser que j'allais simplement hausser les épaules et reprendre l'avion. Si vous pensez que vous présenter chez votre mère et trouver une inconnue est étrange, vous devriez savoir que j'ai déjà vécu ça. Pas exactement ici, pas sur ce porche, mais dans la même situation. On me dit que j'ai tort à propos de ma propre vie, que la réalité est différente de ce que je vois juste devant moi. La première fois que j'ai appris ce que ça fait, j'avais 7 ans. C'est l'année où ma mère s'est remariée. Le jour du mariage, je me souviens du gâteau, de la robe qui gratte et de la façon dont tout le monde n'arrêtait pas de me dire à quel point j'avais de la chance d'avoir à nouveau un père. Ça sonnait bien, un père. Même le mot semblait avoir du poids. Je n'avais pas beaucoup de souvenirs de mon vrai père. Il est mort quand j'avais 4 ans. Juste quelques images floues et l'odeur de son après-rasage qui surgissait parfois de nulle part comme un fantôme. Le nouvel homme, Luc, n'était pas effrayant de manière évidente. Il ne criait pas et ne claquait pas les portes en public. Il était chaleureux, charmant, serviable. Il faisait rire les gens, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait parfois, comme s'il essayait de résoudre un problème qu'il aurait aimé pouvoir simplement supprimer de sa liste de tâches. Et voici le problème, ma mère ne semblait jamais le remarquer. Au début, c'était subtil. Des choses qui disparaissaient, des accidents qui arrivaient, et d'une manière ou d'une autre, sans que personne ne le dise ouvertement, ça finissait toujours par être de ma faute. Ce n'était jamais sa voix qui m'accusait. C'était toujours juste une suggestion. Un petit je pense qu'elle a peut-être fait tomber et lancé nonchalamment à ma mère dans la cuisine pendant que j'étais dans la pièce d'un accent grave côté. Le problème avec ces petites suggestions, c'est qu'elles restent. Une fois qu'elles sont plantées, vous commencez à avoir l'impression de vous défendre tout le temps. Vous commencez à vous demander si les gens n'ont pas raison à votre sujet. Et je me suis posé la question, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas un accident. Un jour, un vase s'est cassé. Je n'étais même pas dans la pièce quand c'est arrivé. J'ai entendu le fracas depuis l'étage. Le temps que je descende, il était déjà en train de balayer les morceaux en secouant la tête. Elle n'a pas arrêté de courir partout ce matin, l'ai-je entendu dire à ma mère. Je n'étais même pas là, ai-je dit. Ma voix est devenue aiguë et tranchante, comme toujours quand je savais que j'allais être injustement accusé. Il m'a regardé avec cette expression calme et condescendante que j'apprendrai plus tard à détester, comme si j'étais une enfant qui inventait des histoires. Tu ne l'as probablement pas fait exprès, a-t-il dit, mais tu dois faire plus attention. Et c'était tout. Ma mère m'a jeté le regard de la mère déçue, et je suis allé dans ma chambre en me sentant plus petite que jamais. Si ça n'avait été que cette fois-là, ça ne m'aurait peut-être pas autant affecté. Mais ce n'était pas le cas. C'est arrivé encore et encore. Toujours juste assez pour me faire passer pour la mauvaise. Jamais assez pour le faire passer pour le méchant. Puis les nouveaux enfants sont arrivés. D'abord ma demi-sœur, Chloé, quand j'avais 7 ans, puis mon demi-frère, Léo, 2 ans plus tard, et d'un coup, ils avaient leur vraie famille, celle dont je ne faisais pas vraiment partie. Pas de la même manière qu'eux. Ne vous méprenez pas, ma mère m'aimait toujours. Je sais qu'elle le faisait. Mais elle les aimait avec une sorte d'enthousiasme qu'elle n'avait pas pour moi.
Chaque étape qu'il franchissait était un événement. Avec moi, c'était juste attendu. Et Luc. Il les adorait, les louait, leur achetait des petits cadeaux. Avec moi, le mieux que je pouvais espérer était d'être toléré. Le pire, c'était quand ils prenaient leur parti pour quelque chose que je n'avais pas fait. L'incident du parc d'attractions est gravé dans ma mémoire. C'était une journée parfaite, où ça aurait dû l'être. Barbe à papa, montagne russe, tout le tralala. Puis, dans la file d'attente pour le manège aquatique, ma demi-sœur a commencé à pleurer et a dit que je l'avais poussée. Totalement faux. Je ne l'avais même pas touchée. Il s'est accroupi, la réconfortant, me lançant un regard qui disait « Je t'ai eu ». Puis il l'a prise, ainsi que mon frère, à part, en chuchotant à voix basse. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Mais je savais que ce n'était pas bon. Sur le chemin du retour, ma mère était silencieuse. Trop silencieuse. Et quand nous sommes rentrés, on m'a dit que j'étais puni pour avoir fait du mal à ma sœur. Aucune discussion, aucune chance de m'expliquer. Cette nuit-là, je l'ai entendu dans la cuisine dire à ma mère que j'étais jalouse d'eux, que ce n'était pas sain. Je suis resté figé dans mon lit, le cœur battant. C'est la première nuit où j'ai vraiment compris le pouvoir qu'il avait. Pas sur moi, mais sur elle. Il pouvait décider de ce que j'avais fait, et elle le croirait. J'étais terrifié. Pas qu'il me fasse du mal. Il ne le ferait jamais. Non, j'avais peur de quelque chose de pire. Qu'il puisse me réécrire. Qu'il puisse décider de qui j'étais et que ma propre mère voie cette version au lieu de moi. C'est le genre de peur qui ne disparaît pas. Même quand on grandit. À la fin de mon adolescence, je comptais les jours jusqu'à ce que je puisse partir. Je me débrouillais bien au lycée, je me faisais des amis, je m'occupais, mais à l'intérieur, j'étais toujours sur mes gardes, hyper consciente de la façon dont les choses pouvaient être retournées contre moi. Quand ma mère et lui ont finalement divorcé, j'avais déjà la vingtaine. Mes frères et sœurs sont restés proches de lui. Il n'avait aucune raison de ne pas l'être. Il avait été bon avec eux, et peut-être qu'il croyait aussi sa version de moi. Après ça, la vie a filé. L'université, les emplois, puis le grand saut, l'étranger. J'avais l'impression d'être enfin sorti de l'ombre de tout ça. J'ai gardé ma part de la maison, ma moitié de l'héritage de mon père, mais je n'ai jamais pensé à l'utiliser. C'était la maison de ma mère. Je voulais qu'elle l'ait. Nous sommes restés en contact, bien sûr, des appels, des visites occasionnelles. Les choses allaient bien, pas parfaites. Le favoritisme envers mes frères et sœurs n'a pas disparu comme par magie, mais il n'y avait pas de conflit ouvert. Puis, il y a environ un an, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Ma mère était plus froide au téléphone, distraite. Elle écourtait les conversations. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être qu'elle était occupée, peut-être fatiguée. Nous parlions toujours, mais pas de la même manière. Et voilà le truc avec ce genre d'éloignement progressif. On ne s'en rend compte que lorsqu'on est déjà loin de là où on a commencé. Après 2 ans à l'étranger sans la voir en personne, j'ai décidé que je devais revenir pour une visite. Elle me manquait. La maison me manquait. Le sentiment de faire partie de la famille me manquait, même si je n'en avais jamais complètement fait partie. Alors, j'ai appelé, je lui ai dit que je venais. Elle a semblé contente, a dit qu'elle serait à la maison. Si j'avais su ce qui m'attendait en arrivant, je me serais peut-être préparé. Mais peut-être pas. Peut-être que j'aurais quand même marché jusqu'à ce porche, les cadeaux à la main, croyant à l'histoire qu'on m'avait racontée toute ma vie, que la maison était la maison, et que ma mère y était. Il s'avère que je n'en savais rien du tout. J'étais encore sur le trottoir devant la maison de mon enfance quand j'ai rappelé ma mère. J'avais les doigts froids même s'il ne faisait pas froid dehors. « Salut, tu peux me donner ton adresse ?» J'ai essayé d'avoir l'air désinvolte, comme si je ne regardais pas une porte d'entrée qui appartenait maintenant à une inconnue. Il y a eu une pause. « Pourquoi as-tu besoin de mon adresse ?» Elle n'avait pas l'air méfiante, juste perplexe. Je veux juste m'assurer que je vais au bon endroit, ai-je dit. Elle a gloussé comme si c'était une de mes petites manies. Elle n'a pas changé. Puis elle l'a récité. Une adresse à l'autre bout de la ville. J'ai regardé le nom de la rue sur mon téléphone.
Je ne l'avais jamais entendu auparavant. J'arrive bientôt, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle puisse poser d'autres questions. J'ai appelé un Uber. Le chauffeur n'a pas dit un mot, ce qui m'allait très bien. Alors que nous traversions la ville, les quartiers devenaient plus miteux. Des trottoirs fissurés, des prêteurs sur gages, le genre de supérette avec des barreaux aux fenêtres. Mon estomac se serrait de plus en plus à mesure que nous approchions. Son immeuble était une grande dalle grise avec des lumières de hall vacillantes et un carrelage ébréché. J'ai pris les escaliers. Chaque palier sentait légèrement la friture et quelque chose de plus vieux, de plus difficile à identifier. Quand elle a ouvert la porte, j'ai oublié ma réplique préparée. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, debout dans un studio d'une seule pièce qui avait à peine assez de place pour le lit, une table et 2 chaises dépareillées. Une plaque chauffante était posée sur le comptoir comme si c'était toute la cuisine. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ai-je demandé avant de pouvoir me retenir. Elle a incliné la tête. C'est mon appartement. Pourquoi habites-tu ici? Son front s'est plissé comme si je venais de demander pourquoi l'eau est mouillée. C'est toi qui me l'as dit. Tu as demandé à ton frère et à ta sœur de s'en occuper. Tu as dit que nous devions louer la maison. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Non, je n'ai pas fait ça. Je ne savais même pas que tu avais déménagé. Sa voix s'est aiguisée un peu. Bien sûr que tu le savais. Tu me l'as dit dans tes messages. Je l'ai regardé. Quel message? Elle s'est approchée de la petite table, a pris son téléphone et me l'a tendu. WhatsApp était ouvert, mon visage sur la photo de profil, mon nom, Élise, mais pas mon numéro. La conversation n'était que de courtes lignes formelles, sans chaleur, sans blague privée, sans moi. Il vaut mieux qu'il s'occupe de la location. Ne t'inquiète pas des détails. C'est déjà arrangé. Ce n'est pas moi, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils comme si elle essayait de faire le calcul dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ta photo. Ce n'est pas mon compte, et je ne t'ai jamais envoyé ça. Elle s'est affalée sur l'une des chaises, me regardant toujours. Alors, qui? Qui t'a installé WhatsApp? Ai-je demandé. Ton frère et ta sœur, l'année dernière. Je n'arrivais pas à le faire fonctionner, alors ils l'ont réparé. Ils ont dit que c'était toi. Ils ont dit que tu voulais qu'ils s'occupent de tout. Et tu as cru ça? Ça m'a échappé, plus sèchement que je ne le voulais. Elle m'a jeté un regard. Pourquoi pas? Ils étaient là. Je pensais qu'ils aidaient. Ils t'ont dit que je ne voulais pas t'en parler. Ils ont dit que tu te mettrais en colère si on en discutait au téléphone. Que tu avais pris ta décision. J'ai dégluti difficilement. Je n'ai jamais dit ça. Pas une seule fois. Elle m'a regardé longuement. Donc, tu ne leur as pas demandé de louer la maison? Non. Ses épaules se sont affaissées. Alors je ne sais pas quoi penser. Nous sommes restés assises là, le téléphone entre nous comme s'il s'agissait d'une troisième personne. Je l'ai pris et j'ai fait défiler la conversation. L'idée de la location n'est pas venue comme une exigence. Elle s'est insinuée, de petits commentaires, puis de plus en plus fréquents jusqu'à ce qu'elle soit traitée comme une affaire conclue. Les messages ont commencé à sonner comme si des arrangements avaient déjà été pris, même si je n'avais jamais accepté quoi que ce soit. J'ai posé le téléphone. Maman, ce ne sont pas mes messages. Je ne t'aurais pas fait déménager sans t'en parler. Je ne ferai pas ça. Sa bouche a légèrement tremblé. Pendant tout ce temps, j'ai cru que tu avais arrêté. Elle a baissé les yeux. J'ai cru que c'était eux qui étaient de mon côté. Que tu avais changé. Changé comment? Arrêtez de t'en soucier, a-t-elle dit doucement. Que tu ne voulais plus de moi dans la maison. J'ai secoué la tête. Non, jamais. Elle a expiré lentement, comme l'air s'échappant d'un ballon. Si ce n'était pas toi, alors. Elle n'a pas terminé, mais les noms non prononcés étaient là, entre nous. Son téléphone a vibré. Un nouveau message WhatsApp a illuminé l'écran, du même faux moi. La vie est vraiment chère ici. J'espère que tu comprends. Nous l'avons toutes les deux regardé. Ma peau a picoté. Ne réponds pas, ai-je dit. Elle a hoché la tête,
et nous avons attendu, regardant les 3 petits points apparaître et disparaître. Le truc, quand on pense avoir tout découvert, c'est qu'on a presque toujours tort. Je pensais avoir fait le tour de la question. Faux compte WhatsApp, consentement falsifié, location non autorisée. De quoi faire bouillir le sang de n'importe qui. Mais j'avais tort. Il y avait plus. Et c'était pire. Mais je ne le savais pas encore. À ce moment-là, j'étais assise en face de ma mère dans un cabinet d'avocat qui sentait légèrement le vieux papier et le café brûlé. Maître Leroux avait un sourire calme et poli, comme s'il avait vu toutes sortes de catastrophes familiales, et la mienne n'était qu'un mardi comme les autres. Il a fait glisser une photocopie sur la table. C'est votre signature, n'est-ce pas? Je n'ai même pas eu besoin de la toucher. Non, même pas proche. Il a hoché la tête comme si c'était exactement la réponse qu'il attendait. C'est une bonne chose, car elle se trouve sur le formulaire de consentement joint au bail du locataire, celui qui les autorise à louer la propriété. J'ai pris le papier et j'ai regardé l'imitation en boucle de mon écriture. Waouh, ils n'ont même pas essayé de bien faire. J'ai vu des lettres de rançon avec une meilleure écriture. Ma mère s'est agitée sur sa chaise. Elle était restée silencieuse tout le temps, les mains jointes sur ses genoux, comme si en les serrant assez fort, rien de tout cela ne serait réel. L'avocat s'est éclairci la gorge. Le compte sur lequel le loyer a été versé est au nom de votre sœur. C'est par là que nous commençons. C'était suffisant pour mettre le feu aux poudres. Nous avions un moyen de pression maintenant, le genre qui pouvait être utilisé dans un tribunal ou murmuré à l'oreille de quelqu'un jusqu'à ce qu'il cède. Falsification est l'un de ces mots que les gens ne veulent pas voir associés à leur nom. Nous n'avons pas attendu. 2 jours plus tard, ma mère et moi étions dans la cuisine de ma sœur. Elle était appuyée contre le comptoir, les bras croisés, tandis que mon frère était assis à table, faisant semblant de vérifier quelque chose sur son téléphone. J'ai posé la copie du bail sur le comptoir entre nous. Tu veux expliquer ça? Ma sœur y a jeté un coup d'œil et a haussé les épaules. On gérait les choses pour maman. Elle n'avait pas besoin de tout cet espace. Ce n'est pas la question, ai-je dit. La question est de savoir pourquoi mon nom est là-dessus sans ma permission. Mon frère a finalement levé les yeux. On pensait que tu t'en ficherais. Tu n'habites même plus ici. C'est vrai, ai-je dit, parce que la distance géographique annule la propriété. C'est dans la Constitution, n'est-ce pas? Ils n'ont pas ri. Ma mère s'est avancée. Vous allez rendre l'argent du loyer. Tout. La bouche de ma sœur a tressailli. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Ai-je demandé. Nous ne l'avons pas, a dit mon frère. La pièce est devenue très silencieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous ne l'avez pas? Il a hésité juste assez longtemps pour que je sache que quelque chose allait éclater. Nous l'avons donné à papa. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Quoi? Il en avait besoin, a dit ma sœur rapidement. Son entreprise a fait faillite. Il est noyé sous les dettes. On l'aidait. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous vous êtes fait passer pour moi, vous avez falsifié ma signature, vous avez mis maman à la porte de sa maison et vous l'avez louée. Tout ça pour renflouer l'homme qui a passé mon enfance à s'assurer que je me sente comme une squatteuse dans ma propre maison. Aucun d'eux n'a croisé mon regard. La voix de ma mère tremblait. Vous m'avez menti pendant des mois. Je pensais que vous me protégiez d'elle. Elle a fait un geste vers moi. Mais vous le protégiez, lui. Ma sœur a relevé le menton comme si elle faisait une noble confession. C'est notre père. On ne pouvait pas le laisser sombrer. Vous ne l'avez pas seulement laissé sombrer, ai-je dit. Vous avez jeté ma mère par-dessus bord pour lui construire un radeau. Le reste de la conversation a été court et laid. Je leur ai dit que nous avions la preuve de la falsification, la preuve des paiements, la preuve qu'ils avaient utilisé la propriété sans consentement, et je leur ai dit exactement ce que l'avocat avait dit. Nous pouvions porter l'affaire devant les tribunaux ou la gendarmerie. Ils ont choisi la 3e option, rembourser chaque centime. Ils ne l'avaient plus, ce qui signifiait que ça sortirait de leur poche. Des paiements mensuels jusqu'à ce que le montant total soit de retour sur le compte de ma mère, plus des dommages et intérêts. Le bail a été résilié dans la semaine.
Le locataire, naturellement furieux, a déménagé sans pénalité. À la fin du mois, ma mère était de retour dans la maison. Sa maison. Notre maison. Elle a recommencé à appeler ses anciens amis, à les inviter comme si de rien n'était, sauf que je savais que quelque chose avait changé. Elle avait l'air plus légère, et elle me regardait différemment maintenant, comme si elle me voyait enfin sans les mots de quelqu'un d'autre de Permezzo. Je suis retourné à l'étranger peu de temps après. La vie là-bas semblait la même, mais moi, non. Quelques semaines plus tard, mon ordinateur portable a sonné avec un appel Zoom entrant. C'était ma mère. Elle était dans la cuisine, le soleil entrant par la grande fenêtre, quelques-uns de ses amis riant en arrière-plan. « Tu souris ?» ai-je dit. « J'ai des raisons de le faire », a-t-elle répondu. Nous avons parlé pendant 1 heure de tout et de rien, mais dans un coin de ma tête, je n'arrêtais pas de penser à quel point nous étions passés près de tout perdre. La maison, la vérité, l'une l'autre.